Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Dessinateur de presse et auteur de bande dessinée. J'ai commencé au Tchad, donc d'abord par la bande dessinée, et puis puisqu'il n'y avait pas de support pour faire de la bande dessinée, tout simplement, je me suis retrouvé à faire du dessin de presse. J'en ai beaucoup fait. Et là, je retourne donc à mes premiers amours, donc la bande dessinée. Bonjour à Jim Dangar. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On est très heureux de te recevoir pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu sors ta première bande dessinée chez un gros éditeur, on va dire, qui s'appelle Delcourt. La bande dessinée s'appelle Djaraban, on va en parler. Tout à fait. On est content aussi parce que la Cité te suit depuis quelques années dans ton travail. Si je résumais cette bande dessinée, et puis après on va avoir l'occasion de détailler, c'est l'histoire de Kanji, un petit garçon qui va découvrir la beauté d'une peinture accrochée au mur du salon de ses parents. On va en reparler de cette peinture, parce qu'elle est très symbolique dans l'album. Il va décider de devenir peintre, dessinateur, sauf que il faut préciser qu'il est tchadien, qu'on est en 1984 et que donc la guerre gronde dans le pays. Évidemment, les choses vont être beaucoup plus compliquées que prévu. Déjà, comment t'es venu cet album ? Et on parlera peut-être tout à l'heure aussi de la dimension autobiographique, parce que j'imagine qu'il y a une part d'autobiographie dedans. Oui, tout à fait. Alors, c'est une histoire que j'ai commencé, elle est très ancienne. Quand j'ai commencé à faire en fait de la bande dessinée, mon père, c'était en fait une décision qui a été très difficile pour moi, parce que j'étais l'aîné de la famille et puis pas mauvais à l'école. Et de me voir aller vers la bande dessinée, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Donc il y a eu un rapport très très difficile par rapport au fait que je voulais faire de la bande dessinée, et mon père qui n'entendait pas ça du tout de moi. Et donc cette première bande dessinée que j'avais faite, c'était Le Pro de la peinture, et qui racontait un petit peu une histoire. Et le protagoniste à l'époque s'appelait Zouma, et Zouma donc faisait donc des bêtises, mais allait à des concours, et finalement de fil en aiguille va exposer son père, parce que c'est un accident qui fait qui a gelé en fait son père, et donc qui expose au final en fait son père comme son tableau. Et le thème de ces concours là, c'était donc plus fou que la folie. Comment représenter un tableau de peinture qui serait plus fou que la folie. Donc, et une espèce de récit un peu loufoque comme ça. Et de fil en aiguille, quand je suis arrivé en France, j'ai voulu reprendre cette histoire, mais en parlant un petit peu de la condition des dessinateurs de l'atelier Bulle du Chari, où je suis entré en 99, où j'ai appris en fait les bases, construire un scénario avec quelques autres dessinateurs qui étaient là, et parler de ces conditions en 2006 par là. J'ai commencé à réécrire cette histoire, sauf que j'abandonne très vite. C'est à l'état d'ébauche. J'ai fait quelques planches, là aussi 5 planches avec crayonné. Là, j'ai vraiment pas terminé. 2012, je reprends encore cette histoire, et là j'ai commencé à réécrire sous cet angle, donc un petit peu autobiographique, par rapport aux souvenirs, la peinture que j'avais effectivement à la maison, qui me faisait rêver. Je reconstruisais des histoires tout comme les enfants, qui pouvaient faire parler n'importe quel objet. C'était ça, moi, c'était un tableau de peinture qui était à la maison et qui me faisait rêver. Donc je suis parti de là. Ce qu'il faut préciser, c'est que Djaraban, le titre, ça veut dire que faire. Que faire, oui, tout à fait. Oui, que faire, c'est vraiment une interrogation pour dire comment l'enfance en fait s'est construite dans un pays comme le mien, où ça n'a pas été très facile, parce que je suis né après une guerre civile qui a laissé vraiment beaucoup de traces, et jusqu'à aujourd'hui les Tchadiens en souffrent. Donc c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Comment moi je me suis vu enfant, parce que j'ai grandi enfant en ayant l'impression d'avoir une enfance heureuse, quoi. Et pourtant dans un contexte où politiquement c'était terrible. Et aussi quelques souvenirs où j'avais aussi
excessivement peur de perdre mon père parce que sous Hissène Habré, ça n'a pas été facile. J'avais 8 ans, hein. Je ressentais quand même cette peur des gens qui partaient au travail et qui ne rentraient pas, qui disparaissaient. Et donc, oui, c'est interroger tout ça. Comment on part de cette quête de Kandji qui veut devenir peintre dans ces pays, dans ces contextes, et la famille aussi qui quelque part peut-être ne comprend pas trop son choix. Donc voilà. On est sur un décor de guerre, alors il y a parfois des militaires qui passent dans une case, Tout voilà. à fait. Mais il y a quand même une certaine douceur de vivre dans l'album, une vie familiale. Oui. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire effectivement ressentir, c'est que c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression d'avoir une enfance heureuse, quoi, dans un pays où on a un président quand même qui a été condamné pour crime contre l'humanité, donc c'est pas rien. Je n'avais pas non plus envie parce que la réputation du Tchad j'ai pas besoin d'en rajouter. Et c'est plutôt prendre le côté peut-être un peu plus de récit, côté poétique plutôt, de la beauté, mais parler du Tchad sans parler de tout ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de faire par tous ces moyens-là pour que ça coexiste ensemble. Ça coexiste, il y a une petite dimension presque de thriller parfois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette ambiance douce et ces tensions, effectivement, quand on ne trouve pas un enfant, quand on se demande où est passée telle personne. Tout à fait. Toute cette partie, effectivement, c'est aussi des moments où j'ai aussi en fait envie de parler en fait de son rapport avec ses amis, avec sa famille, et aussi quelque part de la présence aussi du père en fait, qui au final n'est pas tellement si inquiet des disparitions de son fils, mais finalement est aussi quelque part très présent pour le fils. Quand on est dans une ville comme Sarre ou comme N'Djamena, la crainte de perdre quelqu'un de sa famille ou soi-même de se perdre, ça c'est quelque chose que j'ai pu vivre quand même au Tchad. Il y a aussi l'histoire dans l'histoire avec ce singe qui appartient à Absakine, ce bonhomme qui le trimballe dans une cage toute la journée, que notre petit héros aimerait bien libérer. Ça c'est du vécu aussi, ce qu'on sent que... Oui, oui, il y a du vécu effectivement, mais c'était pas un singe. C'était plutôt un veau. En fait, dans la famille de ma mère, mon oncle était un éleveur de bovins et il avait en fait une vache qui a mis un veau qui est né, quoi. Donc voilà. Et lui il traînait en fait dans la ville les bœufs pour aller les faire paître en fait en brousse et tout ça. Donc j'étais fasciné par cet oncle qui avait des animaux là comme ça. Un tout petit, je le vois traîner dans la ville et puis ensuite en brousse et il rencontrait d'autres. C'était vraiment, je le voyais comme un héros, quoi. Et donc quand ces veaux est né, je voulais faire pareil, je voulais avoir une laisse pour moi avec ces veaux et j'embêtais vraiment ma mère pour qu'elle m'achète une laisse pour ces veaux. J'ai embêté longtemps et jamais on m'a offert en fait cette possibilité d'avoir mon veau et de le traîner aussi dans les rues. Donc c'est quelque chose qui est transposé un petit peu, même si ça veut raconter autre chose, c'est un peu transposé là comme ça. Oui. On parlait justement de cette peinture donc, qui est dans le salon des parents. C'est le seul moment où le dessin est en couleur. C'est-à-dire que tout l'album est en noir et blanc et le seul moment où il y a de la couleur, c'est quand il y a cette peinture ou quand notre héros lui-même colorie et dessine. Tout à fait. Pourquoi ? C'est le merveilleux. J'avais envie de mettre cette partie en couleur parce que ça me permettait donc de montrer un autre monde. Et que à travers ces tableaux, il voyait autre chose, quoi, qui se racontait des histoires. Il y avait de la beauté, donc c'est à quoi il rêve. Donc il veut faire ça, donc c'est le merveilleux. Il veut faire ça, c'est le merveilleux. Donc de les traiter en couleur, pour moi, c'était clair. Est-ce que tu te souviens quand tu as eu envie
de faire de la bande dessinée et du dessin quand tu étais enfant? Oui, vraiment, ces tableaux, c'est quelque chose qui c'est une image qui est restée gravée en moi parce qu'on l'avait vraiment perdu lors de notre déménagement de Sarre à N'Djamena. Mon père avait été affecté à l'époque, en 89. Le tableau est tombé du camion avec sa moto aussi avec, mais la moto a été récupérée sauf le tableau. Mais bon, c'est quelque chose donc qui est resté gravé comme ça en tête, et j'ai refait au moment où je refaisais en fait ces projets de Djaraban, j'ai refait le tableau et j'ai montré à ma grande sœur qui est en Allemagne, et je lui ai donc fait voir, est-ce que tu te souviens de ça, et elle s'est rappelée, elle avait 3 ans de plus que moi, donc elle se souvenait très très bien du tableau, et elle était voilà quoi, c'était une bonne reconnaissance, et c'est quelque chose en fait que je trouve que ça m'a beaucoup touché quand j'étais enfant au niveau du dessin. Puis après, pour commencer à dessiner, je pense que c'était plus les Larousse de 89 là, le dictionnaire. Il y avait des images fantastiques, des endroits, des illustrations, des sculptures qui me faisaient vraiment. Je passais du temps à regarder ça. Et puis après, au fur et à mesure, arrivaient les bandes dessinées, effectivement, quand j'ai commencé à savoir lire, quoi. Là, les Tintins, quoi. Les Tintins, c'est magique. Hein. Toutes les couvertures des Tintins, je regardais. Je passais beaucoup de temps là-dessus. Et tu le disais tout à l'heure, tu t'es formé au dessin à l'atelier Bulle du Chari, à N'Djamena. Ça, on est à la fin des années 90. 90, oui. Quel souvenir t'en gardes de ce moment-là? Ma première fois, par exemple, d'entrer à l'atelier Bulle du Chari, avant cela, j'ai commencé à faire mes histoires de super-héros qui allaient casser la gueule des dictateurs en classe de 4e. Et des amis m'ont proposé d'aller, parce que je montrais ces quelques planches que je faisais. Et mon père donc m'avait fait une sorte de photocopie recto verso, agrafée. Donc c'était ma première bande dessinée. J'étais tellement fier de ça. J'ai dit waouh, je sais faire de bande dessinée et tout ça. J'étais très fier, et donc des amis m'ont donc parlé de cette association, l'atelier Bulle du Chari, et m'ont invité à y aller. Et donc je suis allé là-bas. Et là, j'ai découvert que wow, il y avait des dessinateurs, des jeunes comme moi, mais qui dessinaient 10 000 fois mieux que moi. Et là, j'étais tombé. Je voyais j'ai laissé tomber en fait, mais ça m'a plutôt encouragé à dire bon, il va falloir que je m'y mette, quoi, parce que là il y a vraiment pas mal de choses à faire, et donc je me suis mis à dessiner, et c'était vraiment un très très bon souvenir. L'atelier Bulle du Chari, ces moments-là, le premier contact pour moi a été très très fort en 1999, et ça m'a beaucoup apporté. Et après, tu publies dans un magazine pour la jeunesse, ça s'appelle Rafigui. Oui, Rafigui, tout à fait. Ça, c'est les premières publications rémunérées, quoi. Tout à fait. La première publication, et ça, c'était magique. C'était magique de voir un dessin qu'on a fait, puis à la une en plus. Hein. Donc, c'était, voilà. Donc, c'était un souvenir très fort. Dessin de presse, donc du coup, puisque bande dessinée, très très peu de support de publication. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé à faire du dessin de presse, et j'en ai fait beaucoup, et ça a été mon école finalement, parce que j'ai beaucoup appris, quoi, avec le dessin de presse. Oui. C'est juste après que tu rejoins le Miroir aussi, le journal Le Miroir? Oui, c'est ça, le Miroir aussi, tout à fait, en 2003. Et là, c'est toujours du dessin de presse satirique. Dessin de presse satirique et beaucoup plus politique, parce que Rafigui, c'était plus destiné à la jeunesse, donc ça parlait plus de culture, même si on touchait à des thèmes. J'ai travaillé, par exemple, le premier dessin que j'avais fait, c'était sur l'exploitation des enfants, la condition des enfants qu'on surexploitait. Donc, ça parlait des choses comme ça, mais ça n'allait pas au-delà. Ça ne touchait pas aux hommes politiques, le Miroir, si. Donc, voilà. Oui. C'est à cette période-là que... En 2004, oui. C'est à cette période-là que tu reçois des menaces tout à fait. Et que tu es obligé de partir du Tchad? Tout à fait. Parce que c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, la satire, la caricature, c'est pas acquis, quoi. Non, c'est pas un acquis. Et puis bon, malheureusement, tous ces titres ne sont plus, quoi, ne proposent plus de dessins. Et même quand, il n'y a plus vraiment une
une liberté aussi franche que ça, même si certains titres continuent à diffuser de l'information, à essayer de faire des choses. On sait que c'est pas facile. Il y a des lignes rouges. On sait qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas, en tout cas, franchir. Et comment tu définirais ton dessin aujourd'hui? Parce que dans cette bande dessinée, on n'est pas dans un dessin de caricature, mais il y a quand même des traits très marqués sur les visages des personnages. On sent que tu viens de là. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que je fais un effort pour éviter d'être dans la caricature avec ces projets. Mais c'est vrai que, comme je le disais, ça a été mon école et des fois, il y a des choses qui peuvent revenir de manière, sans le prévoir, peut-être. Mais je trouve que je vais aller plus du côté, puisque le dessin de presse, on peut être aussi dans l'expression. Donc, ça peut être aussi des dessins très fouillés. C'est très varié aussi quand je fais du dessin de presse. Il y a des moments où je suis très relâché dans mes dessins et d'autres où je vais plus fouiller, être plus dans une recherche graphique. Donc oui, ça me plaît beaucoup de transgresser un peu. Voilà, d'aller vers un peu peut-être des visages qui deviennent presque des masques ou cette frontière là quand on ne sait pas si c'est vraiment du réalisme ou c'est des nez qui sont un peu mal dessinés, tout ça quoi. Donc oui, j'aime bien faire ça. Parce qu'aujourd'hui tu bosses encore pour des titres de presse français de temps en temps, Libération, Ouest France. Oui, tout à fait. Oui. Ça, tu veux pas lâcher ça non plus, quoi. Non, non, c'est que j'aimerais en faire parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les ambiances de rédaction et qui se perd de plus en plus un peu. Maintenant, depuis que je suis en France, je fais beaucoup de piges et souvent à distance. Donc, la seule équipe c'est la rédaction de Charlie Hebdo qui m'ont accepté à un moment entre 2008 et 2009, quand ils étaient encore vers Arts et Métiers à Paris, rue de Turbigo. C'était là que j'ai commencé à voir un petit peu, même si je n'ai pas réussi à publier quelques dessins avec eux, ça a été très très bénéfique pour moi de les voir au travail en 4 mois, quoi. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais de moins en moins ça se passe. Je disais en introduction que c'est la première bande dessinée chez un gros éditeur, Jaraban, mais il y a aussi eu une première bande dessinée il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, où tu signais que le dessin, qui s'appelait Mamie Denise, évadée de la maison de retraite. Parce que effectivement, Mamie Denise, c'est une histoire qu'on avait commencé au départ, c'était en 2006 aussi, pour faire une sorte de fanzine qui s'était titré Noise. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ces projets. Et c'était des gags d'une page, et elle vivait à Saint-Denis, et elle avait un petit jardin de cannabis, et elle trafiquait avec des jeunes de son quartier. Donc ces projets a finalement, comme n'a pas pu voir le jour et que j'aimais beaucoup ces personnages, on le faisait effectivement avec Christophe Yedimo, j'aimais beaucoup ces personnages, donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est triste que le personnage s'arrête avec le fanzine qui n'a pas pu voir le jour. Donc on a décidé de lui donner une histoire et on l'a déplacé donc de Saint-Denis à Paris 9e où j'étais à l'époque, et puis on a essayé de mettre un peu de vécu aussi, parce que à l'époque Christophe avait une amie qui était aussi en maison de retraite, donc on avait besoin aussi de parler de ses conditions. Et en même temps, le thème du racisme nous importait, donc parler de l'absurdité du racisme à travers le fait qu'elle a une famille qui débarque dans son immeuble et qu'elle fait tout pour que cette famille soit expulsée, quoi. Voilà. Donc ça parle de cette rencontre. Jaraban, c'est le volume 1 qui sort là, ces jours-ci. Il y en a combien de volumes? Alors, c'est prévu 3. Tu t'es lancé dans une sacrée aventure. Oui, je m'en suis rendu compte à la dernière page. Oui. Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir la suite de ces aventures. Jaraban, merci. Qui est publié aux éditions Delcourt et c'est signé Hadjim Dangar. Est-ce que tu es prêt pour notre questionnaire de Proust version BD? Oui. Eh bien, on y va. La première BD que tu as lue?
Alors, la première BD que j'ai lue, c'est sûrement un des titres de Tintin, parce que c'est l'image de la couverture qui m'est restée beaucoup plus, c'est les trésors de Rackham, le rouge. C'est une image, en fait, qui m'est restée, ces requins-là dans l'eau, mais qui m'a l'air très sympathique. Quelle est, selon toi, la meilleure BD de tous les temps ? Wow. Ah oui, la meilleure BD de tous les temps, oui, il y en a beaucoup. Les choix peuvent être très difficiles. Pour moi, si je me réfère à l'enfance, je reste sur les Tintins. La plus belle couverture de bande dessinée ? Alors, la plus belle couverture de bande dessinée, définitivement, le grand vide de Léa Muraviec, c'est une claque. Quand j'ai vu ça, j'ai dit wow, voilà une belle couverture, une très très belle couverture et qui dit tout quoi. La perspective là, avec le regard qui plonge vers ces vides, c'est vraiment une belle claque. Léa, dont tu as partagé quelques mois à la Maison des Auteurs, vous étiez en même temps tout à fait. Grand Vide, elle l'a aussi réalisé à la Maison des Auteurs de la Cité de la bande dessinée. Oui. La plus belle case maintenant de bande dessinée ? Dans Morcinder d'Alberto Breccia. C'est aussi là des claques que j'avais pris quand j'étais au collège. Je lisais, j'ai commencé à lire un petit peu, à m'aventurer dans les bibliothèques pour lire des BD. Et j'ai découvert comme ça ce Morcinder, cet album. Je rentre dedans, je regarde des dessins mais hallucinants. Et sûrement, il y a une des cases là où il est dans les bois, quelque part, avec un autre personnage, ou si, je ne sais pas si c'est lui, mais un autre personnage. Ils sont deux, en fait, dans la case, et les arbres sont dessinés en négatif, et ça, c'est une case qui m'a... Ouais, c'est des images qui me sont restées. Ton personnage de bande dessinée préféré ? Dans les Tintins aussi, j'aime beaucoup Capitaine Haddock. C'est un personnage que j'adore, qui, très entier. Et puis après, il y a aussi un peu le professeur Tournesol aussi, un peu foufou là, dur d'oreille, qui n'entend plus rien. Bon, là c'est des BD déjà dans l'enfance, mais pour l'actuel, je pense que, par exemple, Corto Maltese, c'est un personnage que j'aime bien, qui est bien dessiné, quoi. Quand c'est bien dessiné, j'aime. Ton personnage de BD détesté ? Que je ne comprenais pas beaucoup, que au niveau graphique, je n'aimais pas beaucoup, c'était le Capitaine America. Oui. Définitivement. Capitaine America, j'ai jamais accroché. Tu dessines dans le calme ou en musique ? En musique. Oui, en musique, j'aime beaucoup quand je dessine, j'ai besoin de... C'est comme, en fait, c'est comme un café, quoi. Le café qui me tient éveillé et me donne la force de rester concentré des heures et des heures. Donc oui, j'écoute beaucoup de musique. Couleur ou noir et blanc ? Alors, plus noir et blanc. Je fais un peu de la couleur aussi, mais plus à l'aise en noir et blanc quand même. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseilles et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Je peux conseiller Jussi Sana, qui est congolaise, Congo-Brazza. Et elle gère une association, Diko à la Bulle, ça fait une dizaine d'années déjà qu'elle fait pas mal de promotions autour de la bande dessinée, des arts visuels en général. Et c'est quelqu'un qui a déjà publié en collectif. Je ne sais pas si elle a déjà fait des bandes dessinées en perso, mais c'est... une belle personne qui fait beaucoup de choses pour la bande dessinée en Afrique et je crois, si vous ne connaissez pas, elle fait des très bonnes choses. On redonne son nom ? Jussi Sana. Merci beaucoup. Merci Adjim, Mathieu d'avoir joué le jeu. Adjim Dangar pour cette bande dessinée, donc Djaraban, qu'on trouve publié aux éditions Delcourt, volume 1, oui. Et bientôt un 2, et bientôt un 3. On attend ça avec impatience. Oui, j'espère. Merci Adjim. J'espère. Merci beaucoup. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.